Salut la compagnie, le miracle a eu lieu. Le miracle a eu lieu et je suis tout sourire parce que, honnêtement, si au moment du coup d'envoi, après avoir fait un match nul dans tous les sens du terme face à Israël, et aussi une année quand même qui a été assez médiocre de l'équipe de France, imaginez qu'on pourrait gagner à l'extérieur, donc à San Siro, en Italie, face aux Italiens premiers du groupe, qui n'ont pas eu de défaite et qui pour l'instant marchaient sur l'eau dans cette compétition de cette poule de Ligue des Nations, gagner avec 2 buts d'écart, j'y aurais pas cru. J'y aurais pas cru, et le scénario du match m'a prouvé que j'avais tort, avec quand même un peu de réussite. Hein. D'un côté de la réussite française, de l'autre l'échec pour moi italien, on va y revenir. Mais déjà, il faut féliciter Rabiot et Digne. Incroyable. Pareil, c'est pas des joueurs auxquels j'aurais pensé. Après, la composition d'équipe, déjà, était assez particulière, parce que forcément, t'as pas Kamavinga, t'as pas Chouameni, qui sont quand même un peu les piliers, avec Kanté maintenant en milieu de terrain. À la place, t'avais Rabiot, Koné, Gendouzi. Bon, Koné, je sais qu'il peut être excellent, donc je m'inquiétais pas trop, mais Rabiot, qui revient après 3-4 mois sans avoir joué du tout, il est à Marseille, mais il est toujours pas complètement en jambes non plus, et Gendouzi, qui pour moi est sur courant alternatif avec l'équipe de France, j'avoue que ça m'inquiétait un peu, surtout que en attaque, Thuram, Nkunku, Kolo Nkunku, je crois qu'il a 2 buts en 30 matchs en équipe de France. Je suis pas loin de la vérité, je pense. Donc c'est clair que c'est pas vraiment une attaque qui me fait bander, hein, soyons honnêtes, quoi. Et pourtant, cette équipe m'a surpris. En premier lieu, Digne. Putain, mais Digne, tu nous mets 3 coups de pied arrêtés. Un direct, le coup franc que tu mets, mais c'est du caviar. C'est du caviar, ce truc-là, franchement. Laissez-le, désolé pour Hernandez, mais laissez-le pour l'instant en équipe de France. Incroyable ce qu'il a fait. Et puis Rabiot, qui, même si, clairement, pendant le match, je l'ai pas vu transcendant, hein, l'ami Rabiot, il a été là au bon moment, et il a permis de mettre 2 buts. Donc, c'est ce qui compte. Après, je suis toujours à gueuler sur le fait qu'il faut produire du jeu, il faut pas juste marquer, mais il faut aussi être utile à l'équipe. Rabiot, il a apporté un truc. Des fois, je trouve que je le casse assez souvent pour pouvoir dire quand c'est du positif. Des fois, il faut le faire. Hein. Mais Rabiot, il a apporté son expérience, il a apporté son calme. Voilà. Parce que quand il y avait besoin d'accélérer le rythme, il le faisait. Quand il y avait besoin de se calmer un petit peu, il le faisait. Franchement, ça a été un joueur incroyable. Il y a eu Digne qui a mis 3 buts, enfin qui a participé aux 3 buts, donc forcément c'est lui l'homme du match, mais sans lui pour moi c'était Rabiot à coup sûr vraiment. J'espère pour lui en tout cas, pas pour moi parce que je suis porteur du Paris Saint-Germain, mais j'espère pour lui que ça va permettre de l'aider à se lancer un peu mieux avec cet OM. Donc on gagne 1-0 au départ, ce qui suffit pas, hein. Je rappelle que les qualifiés pour la demi-finale, pour le Final Four comme on dit, de la Ligue des Nations, hein, compétition bancale qui sert pas à grand chose, mais ça fait plaisir de rajouter ça sur son CV, hein, voilà. Et ben, il fallait être premier du groupe. Pour être premier du groupe, il fallait gagner avec 2 buts d'écart. Donc marquer le premier but ne suffisait pas. Et après 2 minutes, on en met un. Et on attend une trentaine de minutes. Et bim, on en plante un deuxième avec ce coup franc. Magnifique. Bon, le problème, parce que là, il faut parler. Hein, là, je fais un débrief Enfin, je fais un petit bilan du match, comment ça s'est passé. Et après, on reviendra un peu sur certains événements. Mais le problème, c'est que après l'euphorie du ça y est, on a fait le plus dur, eh ben, il faut tenir ce score. Et on l'a tenu 2 minutes. Au bout de 2 minutes, ça y est, c'est parti, les Italiens y marquaient. Et là, il faut en parler parce que j'ai pu regarder un petit peu les débriefs à droite à gauche des gens, et ils sont globalement satisfaits. Et je peux pas dire que je suis déçu de ce match-là. Franchement, ce serait quand même complètement con de le dire. Surtout après ce qu'on avait vu il y a quelques jours. Mais le but qu'on se prend, c'est un cas d'école. Un cas d'école avec des erreurs partout. Partout. Et je dis ça parce qu'on parle souvent de Didier Deschamps comme étant le patron d'une équipe de France à une solidité défensive incroyable et tout ça. Là, c'était la pâte aux joueurs. Koundé qui fait une erreur, alors il fait pas beaucoup d'erreurs dans les matchs, hein, et tu peux pas être parfait, donc voilà. Koundé fait une erreur, c'est fait, mais derrière, on a le centre qui est fait. Dans le rond central, il y a 3 joueurs qui sont démarqués italiens. T'as Konaté, Saliba et Digne qui ne sont pas placés correctement. Surtout Saliba et Digne. Hein. Alors, je dis encore plus pour Digne, parce que Digne, quand il y a le moment où il va y avoir le centre, il regarde 3 fois le joueur italien qui va marquer. Il le regarde 3 fois. C'est-à-dire que 3 fois, il réfléchit à l'endroit où est le joueur et se dit, il est là.
Et pourtant, il va pas dessus, il va dans les buts. J'ai jamais compris. Franchement, c'est un truc qui me dépasse. J'ai jamais compris le principe, quand t'es défenseur, de te dire « Oh, je vais casser les couilles à mon propre gardien en me mettant sur la ligne pour l'emmerder si jamais il doit plonger ou si jamais il doit faire un truc. » Je ne comprends pas cette logique. Je comprends pas comment les défenseurs peuvent se dire que c'est intelligent d'avoir cette réaction-là. Quand t'as deux joueurs qui sont à 2,50 m des buts, qui peuvent tirer et qui ont 99% de chances de la marquer, il y a que Kolo Muani qui les rate ces frappes-là. Comment tu peux avoir l'idée de te dire « Ce serait super que je me mette dans les buts plutôt que marquer ces joueurs-là » Je ne comprends pas la logique, je ne comprends pas. Si Digne avait été à sa place, il n'y aurait jamais eu but, d'une part. Et aussi, je peux parler de Rabiot, qui regarde le joueur, l'autre Italien qui a sauté et qui a raté la balle. Il le regarde partir, il le voit, hein, il le regarde, et par contre, il va pas le chercher. Il est là, les mains dans les poches et tout ça. Voilà. Il fallait en parler, fallait que j'en parle pour crever l'abcès. Encore une fois, je suis pas en train de dire que Digne pue la merde et que Rabiot pue la merde. Ils ont été très bons sur 99% du match, mais des fois, c'est le 1% qui fait la différence entre tu te prends un but qui fait que t'es qualifié, et enfin que t'es pas qualifié, justement, et tu fais le truc qu'il faut, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc voilà. On peut parler des choses bien, clairement Digne a été bon 99% du match, Rabiot a fait ce qu'il fallait, a fait le match qu'il fallait, mais il faut pas oublier non plus qu'il y avait des erreurs, et il faut en parler parce que c'est le meilleur moyen de s'améliorer, de pointer ces erreurs-là. Donc oui, la défense sur le but de l'équipe de France, que se prend l'équipe de France, c'est pas normal de se manger un truc comme ça. Heureusement, derrière, il y a ce duo Rabiot-Digne qui permet encore une fois de faire la différence. Oh, mais la tête de Rabiot, elle doit être tellement dure à mettre celle-là. Franchement, elle doit être tellement dure à mettre. Quand je vois les joueurs du Paris Saint-Germain qui font des têtes et qui font des passes au gardien à mettre des buts avec des balles qui sont beaucoup plus faciles à prendre, waouh, chapeau. Chapeau Digne pour ses centres incroyables et chapeau Rabiot pour cette tête magnifique. Tu vois le gardien italien qui est dépité, c'est incroyable. Il est là, il fait « Oh putain, merde, qu'est-ce que tu veux que je fasse, franchement, c'est pas possible. » Il la touche même pas, mais tu peux pas la toucher celle-là, franchement, c'était incroyable. Mais bon, on va revenir un peu sur les performances individuelles des joueurs. Déjà, Maignan, comme on voulait. Maignan, il a été impérial. J'en parlais l'autre fois, je disais que quand on a un gardien comme ça, quand on est une grande équipe, qui se mange pas 30 tirs par match, il faut être bon, il faut être chaud, le peu de fois où il y aura des actions adverses. Je crois qu'il y a eu peut-être 10 frappes adverses, 10 actions à peu près de l'équipe d'Italie, et ben Maignan, il a été impeccable sur absolument toutes. C'est le patron de cette équipe de France, je trouve, en ce moment. Bon, il est nouveau en tant que titulaire depuis le départ de Lloris, donc je comprends qu'il n'est pas le capitana, mais je pense que Maignan, à un moment donné, il l'aura. Franchement, il est très bon, il est très rassurant. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir un gardien où tu te dis, je suis serein. Là, ça fait plaisir, vraiment. La défense, comme j'ai dit, le côté gauche. Digne, Saliba, défenseur central gauche, et Rabiot aussi, il y a eu une vraie connexion entre ces joueurs-là, et je dis pas ça juste parce qu'il y a eu des buts sur coup de pied arrêté entre les deux, hein, mais vraiment tu sentais qu'il y avait un triangle qui marchait extrêmement bien entre ces trois joueurs-là. Koné, pour moi, patron du milieu de terrain, quand il y avait besoin d'arrêter les offensives adverses, il était souvent présent. J'ai trouvé que il était partout, en fait, à un moment donné. Il était partout, c'était cool. Bon, par contre, le côté droit, avec Konaté a été bon aussi, mais j'ai trouvé moins bon que Saliba. Konaté, Koundé, bon, Koundé, il y a eu cette erreur-là, mais on va pas non plus lui en vouloir, mais c'est vrai que je l'ai vu un peu moins en jambes, mais parce que normalement, en fait, je pense que le problème qu'a Koundé, enfin le problème, faut le dire vite, c'est que Koundé, il est bon quand il est avec Kanté à côté de lui, et quand il est avec Dembélé, parce que tu sens que ça travaille bien ensemble. Alors que là, en fait, Guendouzi, il a pas été manchot non plus, même si je l'ai vraiment trouvé pas terrible du tout. Tu lances une pièce, c'est pile il est bon, c'est face il est mauvais, donc une chance sur deux qu'il fasse un truc bien, Guendouzi, je l'ai pas trouvé transcendant. Et puis en attaque, on peut parler encore une fois, c'est pas les attaquants qui marquent, hein. T'as quand même 3 buts, aucun d'un attaquant, hein. Bon, c'est 3 buts aussi sur coup de pied arrêté, il faut le dire, hein, c'est pas des actions de jeu, hein. Mais est-ce que vous avez trouvé Thuram bon ? Est-ce que vous avez trouvé Nkunku bon ? Et est-ce que vous avez trouvé Kolo Muani bon ? Sans déconner, c'était... Voilà, je vous dis, à droite, ça passait pas, parce que Kolo Muani, j'ai l'impression des fois que il fait pas d'effort, en fait. Tu regardes, pendant le match, j'ai l'impression qu'il prend pas les bonnes décisions. Il va pousser le ballon, il va le pousser trop loin, il va décider de partir à droite, fallait partir à gauche, il va avoir une possibilité de faire une ouverture, un appel en profondeur, il va pas le faire ou il va le faire de la mauvaise façon. J'ai vraiment l'impression en fait qu'il est il a le mauvais sort en fait, Kolo Muani. Je sais pas si ça s'arrangera un jour pour lui, mais que ce soit au Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France, je vois pas d'éclaircie pour lui actuellement. Je sais pas comment il peut sortir de cette mauvaise passe, je sais pas si c'est temporaire ou si c'est définitif pour lui, mais vraiment je trouve que
Kolo Muani n'est plus à niveau. De cette équipe de France, de l'équipe du Paris Saint-Germain, de toute façon, il est remplaçant hein, au Paris Saint-Germain, donc faut pas espérer grand-chose. Et tu as Barcola qui est rentré pour les 10 dernières minutes et qui a été transparent. Putain, la passe qu'on lui fait là, je crois que c'est, je sais plus, c'est Maignan qui lui fait la passe. Il fait un contrôle totalement foireux, alors que là, il y avait une contre-attaque de dingue à mener. Quelle tristesse, franchement. Mais bon, encore une fois, là, je suis en train de chipoter. Au final, on gagne 3-1. On gagne 3-1 face à une équipe d'Italie que j'ai trouvée vraiment pas bonne. Vraiment pas bonne, soyons clairs. Si la France, aujourd'hui, a réussi à se qualifier, c'est en partie parce qu'ils ont joué correctement. Clairement, j'ai senti une équipe qui était globalement très soudée. Ils ont fait le taf. Mais c'est aussi parce que l'équipe d'Italie était pathétique, ils ont été nuls. Franchement, tu me dirais qu'ils ont été payés pour jouer aussi mal, je te croirais. C'est incroyable de voir autant d'erreurs, autant de mauvais choix tactiques. Enfin non, ça me... Tant mieux pour nous, mais clairement, on a battu une toute petite équipe d'Italie. Mais bon, tant mieux pour nous, après tout, hein, ça nous permet de nous qualifier pour le Final Four de cette Ligue des Nations amicale, on va dire, cette Coupe d'Europe amicale, ouais, c'est comme ça que je l'appelle, avec une équipe que j'ai quand même trouvée... Alors, c'est compliqué de dire que l'équipe était soudée, parce qu'elle n'était pas face à l'Israël. Enfin, j'ai trouvé... C'était la même équipe, en fait. Enfin, pas la même équipe sur le terrain, mais c'était les mêmes joueurs qui étaient là. Mais ça m'a fait plaisir, c'est con, mais ça m'a fait plaisir de voir que quand on a marqué quand Rabiot met un but ou quand Digne met un but, t'as les 10 joueurs qui foncent sur Digne pour célébrer ça. Ça fait plaisir. Je pense qu'il y avait une forme de frustration de la part des joueurs, parce qu'ils sentaient qu'ils avaient fait une connerie pendant le match face à l'Israël, qu'ils avaient été pas bons. De toute façon, je trouve que cette équipe de France, on est loin de l'équipe transcendante qui a réussi à gagner une Coupe du Monde en 2018, et d'arriver en finale de la dernière Coupe du Monde. Clairement, on a downgrade, hein, il faut le dire, et tu sens qu'il manque des grands joueurs. De toute façon, il manque un Griezmann, il manque quand même un buteur un peu plus finisseur comme Mbappé, même si en ce moment Mbappé c'est pas ça, mais tu sens que cette équipe, en fait, elle peut plus se rattacher à une star, elle peut plus se rattacher à 3-4 joueurs qui vont faire des différences individuellement, elle est obligée de jouer collectif, et j'ai senti que c'est ce qu'elle a fait dans ce match-là. J'ai senti que le collectif primait. Alors oui, ça fait des matchs où des fois t'es un peu frustré parce que t'as pas l'impression de voir un truc transcendant sur le terrain, et tu te dis pas, waouh, cette équipe, elle va aller loin. Sincèrement, c'est pas ce que je me dis en voyant cette équipe. Je sais pas si c'est votre cas, hein, n'hésitez pas à me le dire dans la zone commentaire. Mais bon, au final, on s'offre un petit peu plus de rab avec cette qualification pour le Final Four, au détriment de l'Italie en plus, ce qui fait d'autant plus plaisir quand on est en rivalité entre l'équipe de France et l'Italie. Donc il y a des motifs de se réjouir, mais faut pas non plus fester ça comme si c'était un truc transcendant et qu'il y a une nouvelle équipe qui est née, qu'il y a une âme qui s'est créée ici. Voilà, c'était qu'un match parmi d'autres qui ont été avant quand même un peu compliqués, mais c'est très encourageant pour la suite de voir que ces joueurs ont fait la différence, et surtout des joueurs qu'on n'avait pas forcément imaginé à ce niveau-là. Je pense notamment à Digne, à Rabiot et même à d'autres. Donc vraiment, bravo l'équipe de France. Merci d'avoir poussé un petit peu plus loin et d'avoir réussi à prendre cette première place de la poule. Et maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Vous avez peut-être vu des choses que moi, j'ai pas vues. Hein. On fait pas attention aux mêmes choses. Moi, formation défensive, donc forcément, je fais plus gaffe à la défense qu'autre chose. Et aux errements des défenseurs, voilà. Et puis, on se revoit bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!